Un garçon de 19 ans d'une petite ville de Vagaio dépense 3 000 $. C'est beaucoup d'argent pour un jeune de 19 ans. De l'argent de sa soi-disant remise de diplôme qu'on lui a donné, oui, il l'a dépensé pour des armes, des gilets pare-balles et des munitions. Sa mère appelle la police non pas parce qu'elle a trouvé une quelconque conversation sur le terrorisme. Elle est simplement effrayée par ce qu'il est devenu, par la façon dont il a changé récemment. Et 6 jours plus tard, il s'avère que son fils fait partie d'au moins 23 personnes qui préparaient une attaque avec des drones et des snipers lors d'un événement à la Maison-Blanche, auquel le président des États-Unis devait assister. Et voici ce qui est effrayant. Leur liste d'objectifs ressemblait à quelque chose qu'aurait écrit à la fois un anarchiste d'extrême gauche et un nerveux. C'est effrayant parce que, comme il s'est avéré, pour eux, le plus important, c'est de tuer. Tout le reste est secondaire. Et je vais vous dire ceci, c'est la même idéologie, je l'ai toujours dit. Elle pénètre simplement dans la conscience des gens de différentes manières. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affaire que les services spéciaux américains ont empêchée, comme on dit, à la dernière minute. D'un complot contre le tournoi UFC quelque part près de la Maison-Blanche le 14 juillet. Ce n'est pas qu'une chronique criminelle, c'est aussi l'histoire d'une nouvelle idéologie. Appelée accélérationnisme. Je n'avais même jamais entendu parler de ça avant. Un concept qui fonctionne comme un pont, sur lequel des personnes venant de bords politiques opposés se dirigent vers la violence. Autrement dit, finalement, tout s'est refermé. Donc beaucoup pensent que le fascisme est une idéologie de droite. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une idéologie de gauche, mais elle ressemble énormément à l'extrême droite. Vous avez raison. Autrement dit, quelqu'un a créé une base idéologique pour le meurtre, et une justification idéologique du meurtre, mais il l'a fait de manière si astucieuse que des gens de gauche comme de droite s'y laissent pas reprendre. Honnêtement, je n'ai jamais vu ni rencontré quelque chose de pareil. Nous allons analyser qui sont ces personnes, d'où vient leur idéologie, pourquoi ces racines remontent à un homme qui a vécu pendant des décennies aux allocations à Denver, c'est-à-dire qu'il n'a même pas pu gagner un sou par lui-même. Quel est le lien dans cette affaire avec la Russie ? Oui, avec la Russie. Pourquoi les personnes associées à Israël sont-elles devenues la cible ? Pourquoi y a-t-il aussi de l'antisémitisme ? C'est-à-dire qu'ils ont tout mélangé là-dedans, tout ce qui est provocateur, répugnant. Et pourquoi le FBI, malgré toute la surveillance, l'a-t-il appris non pas grâce à la filature, mais par une mère effrayée ? Le 10 juin 1926, dans le comté de Knox, dans l'état de Novok, la mère de Tyson Propor, âgée de 19 ans, s'est adressée à la police. Ce qui l'inquiétait, ce n'était pas un attentat précis, mais le comportement de son fils. L'achat d'armes, des gilets pare-balles, son isolement, son retrait de la vie familiale au profit d'une communauté en ligne. Les policiers, pour aller, après avoir vérifié son téléphone, ont trouvé des cartes de Washington avec des points marqués pour les snipers et le lancement de drones. Mais c'étaient aussi des salauds, ceux-là, les conspirateurs. Le 14 juin, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, s'est tenu le tournoi UFC Freedom 250, organisé à l'occasion du 80e anniversaire du président Trump et du 250e anniversaire des États-Unis. Le FBI a appris l'existence du complot 4 jours avant le début et a renforcé les mesures de sécurité. L'événement s'est déroulé sans incident. Le même jour, dans le Nebraska, Avram Hermosillo Alvarez, un migrant du Mexique, a été arrêté. Selon l'enquête, il serait le principal suspect. L'organisateur, le chef, l'initiateur, n'est-ce pas ? C'est lui qui diffusait dans le groupe la capture d'écran avec la liste des cibles désignées par des codes. 1 signifierait apparemment le président Trump, 2 le vice-président Vance, la lettre N pour le premier ministre d'Israël Netanyahu et séparément Elon Musk. Au 16 juin, 4 autres personnes avaient été arrêtées en Californie. Et à mon avis, 2 en Californie et 2 dans d'autres pays. L'enquête a établi qu'au total, environ 23 personnes ont participé à la discussion dans le chat Signal. Le 19 juin, dans l'État de Washington, William Lee Spartacus Faulkner a été arrêté. Il échangeait des messages sur l'achat et le pilotage de drones, discutait de tactiques et d'explosifs. Les 21 et 22 juin, dans le Missouri, George Ringer a été arrêté. Il répartissait l'argent entre les participants. Il recevait de l'équipement, mettait en marche des imprimantes 3D pour fabriquer des pièces de drones. Lors de l'interrogatoire, il a déclaré qu'il voulait simplement imprimer des objets artisanaux à vendre.
L'enquête n'y croit pas vraiment, pour le dire gentiment. Et donc, à ce jour, 7 personnes arrêtées sur 23 identifiées, toutes accusées de complot en vue de commettre un meurtre, avec potentiellement la réclusion à perpétuité. Selon la version de l'enquête, le plan se composait de 2 vagues. D'abord, des drones chargés d'explosifs devaient frapper les bâtiments à proximité du lieu du tournoi, ce qui aurait provoqué une évacuation massive des spectateurs. La foule paniquée quittant les lieux devait être accueillie par un groupe armé disposé à l'avance avec des armes à feu. La deuxième vague de conspirateurs devait tenter de forcer les portes de la Maison-Blanche elle-même. Avant l'attaque, tous devaient en quitter la maison avec des armes et de l'équipement, puis se retrouver dans la ville de Fredericksburg, en Virginie, à environ 1 heure de route de Washington. Le vice-président Vance a déclaré publiquement plus tard que le plan n'était pas allé très loin et n'était pas particulièrement bien élaboré sur le plan technique. Un ex-agent des services secrets a indiqué à la presse que la liste des cibles visait à attirer à la fois les partisans de gauche et de droite. Cette histoire a des racines qui remontent à 40 ans, à un homme qui, ces dernières années, vivait dans un logement social et mangeait dans des soupes populaires. Il y a 40 ans, à un homme qui, ces dernières années, vivait dans un logement social et mangeait dans des soupes populaires de Denver. Cette idéologie s'appelle l'accélérationnisme, comme je viens de le dire. L'idée est simple. La société est irréformable. C'est pourquoi la seule voie, vous comprenez déjà ce qu'il faut faire avec la société, n'est-ce pas ? Accélérer son effondrement par la violence et le chaos, pour construire un nouvel ordre sur ces ruines. Donc on va tout détruire et sur les ruines, nos noms seront inscrits quelque part, par quelqu'un, un jour évidemment. La source de cette idéologie, ou plutôt de la traduction de cette idéologie sur le sol américain. James Mason, néo-nazi américain, a rejoint le parti nazi américain dès 1966, il avait alors 14 ans. Dans les années 80, il a écrit une série de bulletins intitulés « Siège, siège ». Le texte appelait à des actes terroristes, glorifiait les tueurs en série comme des héros et décrivait le gouvernement comme le mal absolu. D'ailleurs, sur ce point, je suis en partie d'accord avec lui. Il niait l'Holocauste et promouvait la théorie du complot selon laquelle l'État, les Juifs et les capitalistes formeraient un système unique hostile aux Blancs. C'est-à-dire... Voilà. Ça alors. Autrement dit, il a tout mélangé, il a mis toutes les saletés dans le même seau. Pendant des décennies, ça n'intéressait absolument personne, mais en 2015, un forum néo-nazi, Iron March, a republié ce fameux siège, ce fameux siège. Et sur cette base-là, donc un ancien membre de la garde nationale de Floride, il n'est pas nazi, mais membre de la garde nationale, Brandon Russell a créé son propre groupe, qui s'appelle Atomwaffen Division. Donc Atomwaffen a exigé de ses nouvelles recrues de lire Siège, de l'apprendre par cœur, c'était une lecture obligatoire, et au sein du groupe, il l'appelait la Bible. Le groupe est lié à au moins 5 meurtres aux États-Unis. La Bible. De ce même milieu est né The Base, un réseau fondé en 2018, tout récemment. Rinaldo Nazzaro. Et là, ça commence à devenir intéressant. Qui vit en Russie, il est citoyen des États-Unis, mais il réside en Russie. Son groupe formait déjà directement des combattants, en vue de l'effondrement imminent. Elle recrutait d'anciens militaires, était liée à des tentatives d'assassinat d'activistes antifascistes, pas des antifas, mais de véritables activistes antifascistes, ainsi qu'à des projets d'empoisonnement des réseaux d'eau potable. Et aussi à des attaques contre des infrastructures. Donc, en 2020, plusieurs membres de la base ont été arrêtés. Et pourquoi donc ? Ils ont essayé ou ont commencé une opération pour attaquer des policiers à Richmond, en Virginie. Voilà, je m'en suis souvenu. Mason lui-même ne dirigeait directement aucun de ces groupes. Il est devenu un conseiller idéologique, même pas un leader, juste un conseiller auprès duquel on allait chercher une bénédiction, mais qui niait formellement toute implication personnelle, donc dans des actes de violence concrets. Le Canada l'a inscrit sur la liste des entités terroristes en 2021. À mon avis, c'est seulement la 2e personne de l'histoire du Canada. Voilà, maintenant,
le site organisé par l'organisateur de cette affaire, Elmo-Cirio Alvarez, a pris une liste de cibles qui s'appelait donc Track Al-Pac. Donc il a été créé par des militants de gauche anti-israéliens. Cela détruit donc toute tentative de qualifier cela de suprémaciste de droite. L'outil a peut-être été créé par un certain bord politique, mais les gars, ce sont des gens complètement différents qui l'ont utilisé. C'est tout le contraire. Bon, d'accord. Bien sûr, il y a parfois des points de convergence, mais ce sont des gens complètement différents. Tout cela était une lutte contre les élites, telles qu'ils se l'imaginaient. Voilà, c'est comme ça. Là-bas, les sages de Sion auraient repris le contrôle du monde avec les traîtres blancs et ainsi de suite. Autrement dit, la lutte contre les élites n'est pas une idéologie en soi. Une idéologie doit répondre à 3 questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec la société, qui est responsable, et donc, qui est responsable, cela implique naturellement qui doit être éliminé, et ce qu'il faut construire à la place de l'ancien ordre. La liste des cibles dans cette affaire, là, Trump, Vance, Netanyahou, Musk, n'est pas illogique pour un anticapitaliste classique de gauche. Pourquoi Netanyahou est-il là, en fait, Ce n'est pas pour le nationalisme classique de droite. Pourquoi Musk alors, que la droite considère généralement comme l'un des siens? Un ancien agent du secret service l'a dit clairement à la presse. Les cibles étaient choisies de manière à attirer à la fois des gens des milieux démocrates et conservateurs pour rassembler les mécontents sous une même bannière et les pousser à agir. Qu'est-ce que cela veut dire, agir? Agir, c'est aller et tuer au nom de quelque chose. C'était l'idée principale. Organiser les gens pour qu'ils aillent en tuer. C'est pourquoi plusieurs chercheurs appellent cela une idéologie passerelle. Tant qu'il ne s'agit que de la haine envers le système et les élites, un néo-nazi qui croit à l'occupation sioniste peut coexister dans le même discours. Un gouvernement occupé, ils l'appellent Zog. Dans leur langage, cela signifie gouvernement occupé par les sionistes, Zog Government, oui, à la fin, et un activiste de gauche anti-israélien qui déteste l'AIPAC. Pour des raisons complètement différentes. L'outil est le même, l'antisémitisme déguisé en anti-élitisme, mais chacun a ses propres motivations. Dans le texte original de Maison, le concept de Zog apparaît explicitement. C'est l'ancienne théorie du complot antisémite selon laquelle les Juifs contrôleraient secrètement les gouvernements occidentaux, la finance et les médias. L'accélérationnisme moderne l'a hérité du néonazisme classique du XXe siècle. Zog. Dans cette affaire précise, la théorie a rencontré la conjoncture politique du moment. La guerre de Trump contre l'Iran a fortement exacerbé les sentiments anti-israéliens dans différentes parties du spectre politique américain. Et chez les gauchistes anti-israéliens ainsi que chez une partie de la droite qui estime que Trump a sacrifié leurs intérêts pour soutenir Israël. Il y a donc, selon les chercheurs spécialisés dans l'extrémisme, un sentiment de convergence. La trahison a été ressentie par l'extrême droite, qui attendait de Trump qu'il protège les intérêts des Blancs. Et ceux qui, selon eux, ont obtenu la guerre en Israël ou pour Israël, oui, cela est devenu l'un des déclencheurs possibles dans cette affaire, en ce qui concerne l'argent. Il n'existe pas de données ouvertes sur un financement extérieur important précisément pour ce complot. Cette version n'est pas un fait. On sait seulement que Rinker s'occupait de la répartition interne des fonds et se procurait du matériel. Cela ressemble davantage à une cellule auto-organisée qu'à une structure avec un sponsor extérieur. Contrairement à The Base d'ailleurs, qui a été construite comme un réseau paramilitaire avec un leader. Le directeur du FBI, Kash Patel, a confirmé une implication étrangère en affirmant que des personnes hors des États-Unis étaient liées au complot, sans toutefois citer de nom ou de pays. Pour l'instant sans détail. Un lien étranger historique, le mouvement dans son ensemble est plus concret. Nazarou vit en Russie. Et en 2023, un tribunal russe a reconnu le siège comme un matériel extrémiste interdit à la diffusion, après que le texte ait inspiré une cellule Atomwaffen en Bouriatie. Une cellule Atomwaffen en Bouriatie, qui préparait des attaques contre les minorités ethniques. C'est incroyable. Quand on parle de l'affaire concernant Popper, donc Propor, Hermosillo Alvarez et les autres, les 23, on demande presque toujours d'où vient l'argent. Qui est l'organisateur? Quel pays est derrière cela?
Bonne question, même pour un enquêteur. Mais il y a une autre question, plus importante que toutes les autres et que presque personne ne pose. Pourquoi ces personnes précisément ? Pourquoi ? Eh bien, regardez. Un jeune homme de 19 ans de l'Ohio, un migrant du Mexique et un ancien membre de la Garde nationale de Floride. 3 personnes avec des origines totalement différentes, des visions de la vie différentes, des ressentis différents, des expériences différentes, se sont retrouvées prêtes à mourir et à tuer. Pour une idée inventée il y a 40 ans par un néo-nazi amer de Denver, et avant cela exprimée par Marx et ses disciples. La réponse ne réside pas dans l'idéologie. Comme dans le texte, voilà l'assiégeant siège traîné sur Internet pendant des décennies, et presque personne ne le lisait. Presque personne ne le lisait. La réponse, c'est le mécanisme de recrutement, la chasse à un type de personnalité précis, qui fonctionne avec la précision d'un processus industriel, peu importe qui se trouve de l'autre côté. Suprématiste blanc, activiste anti-israélien, simple adolescent, antifa, Black Lives, n'importe qui. Quelqu'un qui déteste le monde après une année scolaire ratée. L'histoire ne parle pas d'idéologie, c'est une histoire d'ingénierie de la solitude. Et les chercheurs qui ont étudié pendant des années Atom Law for Division et The Base décrivent le profil typique d'une recrue par une seule formule. Un homme, enfin un garçon, un homme, un jeune homme de 16 à 25 ans avec un passé d'isolement social, souvent avec des problèmes de santé mentale diagnostiqués ou non diagnostiqués. Passant 8 à 10 heures par jour dans des environnements en ligne où le statut se mesure par le contenu choquant et le cynisme. Brennan Russell, le fondateur de Voilà Atom Division, était d'ailleurs auparavant le visage de l'un des réseaux néo-nazis américains les plus durs et actuels, selon certains journalistes. C'était un technicien solitaire, passionné de chimie et d'armes, qui a trouvé sa famille sur le forum Iron March. Pas lors d'un rassemblement ni dans un bar, mais sur un forum anonyme où personne ne connaissait son vrai nom. Les psychologues qui étudient la radicalisation appellent cela le besoin d'avoir de l'importance. Un jeune homme qui se sent invisible à l'école et dans sa famille se rend sur Marche, où soudainement ses paroles ont du poids, et des hommes adultes le traitent comme un égal, parfois même comme un futur leader. Damon Devon Arthur, le colocataire de Russell à Tampa, a tué en 2017 2 de ses colocataires néo-nazis. Pas pour des raisons idéologiques, mais lors d'une crise psychotique, provoquée en partie, bien sûr, selon la défense, par un environnement de fanatisme toxique. L'appartement où se préparait la violence contre les ennemis imaginaires de la race blanche est devenu le lieu d'un triple meurtre au sein même du groupe. Mais avant cela, Arthur a suivi le même chemin que des dizaines d'autres. Un jeune homme avec des antécédents d'instabilité psychiatrique qui a trouvé dans Iron March non pas une idée, mais une structure où il a été remarqué. Le recrutement dans de tels réseaux ne commence presque jamais par la politique, il commence par le sentiment d'appartenance. Dans l'affaire UFC, la coordination a commencé sur TikTok dès le mois de mars. Dans une communauté qui, à première vue, semble ordinaire, pas sous la forme originale des néo-nazis, mais dans une application grand public où l'algorithme nourrit l'utilisateur avec du contenu selon ses centres d'intérêt. Quelqu'un se plaint de la politique dans les commentaires, quelqu'un répond « Arrêtez la discussion ». On a l'impression « Nous sommes des nôtres, nous sommes du même sang que vous ». Ce n'est que lorsque la confiance de base est établie que le groupe passe sur des canaux chiffrés, et dans ce cas sur Signal. C'est ici que commence la deuxième phase, bien plus froide, la vérification de la loyauté. Les participants commencent à échanger des documents personnels et des vidéos de leurs entraînements. Ce n'est pas un hasard, c'est un rituel. Dans les communautés extrémistes fermées, un tel échange de données non compromettantes fonctionne comme un mécanisme d'irréversibilité. Tu as envoyé ton visage, ton adresse, tes informations. Maintenant, partir signifie risquer d'être démasqué par ceux à qui tu as fait confiance. Le même principe a été utilisé pendant des décennies par les cultes et les sectes fermées. Plus tu investis de données, de temps et de réputation au sein du groupe, plus il devient coûteux de partir. Un schéma similaire a été documenté par des chercheurs qui ont étudié la DBS. Les recrues s'étaient sélectionnés de manière sélective, en privilégiant les personnes ayant une expérience militaire ou des antécédents dans les forces de l'ordre. Les recrues étaient sélectionnées de manière sélective, en privilégiant les personnes ayant une expérience militaire ou dans les forces de l'ordre.
Cela incluait des entretiens personnels, une vérification de la fiabilité et une immersion progressive dans l'idéologie à travers la lecture obligatoire de sièges. Les anciens militaires étaient particulièrement appréciés pour leur fiabilité. Ils étaient recherchés non parce qu'ils étaient plus convaincus idéologiquement, mais parce qu'ils avaient déjà les compétences nécessaires. Et généralement, ils possédaient des armes où il y avait un accès. Patrick Matthews, un militaire canadien arrêté avec des membres de la DBS en 2020 avant l'attaque prévue contre la police à Richmond, un cas typique. Un homme recruté précisément pour ses compétences de combat, et non pour la profondeur de sa préparation idéologique. Un portrait cohérent se dessine. Ce n'est pas le portrait d'un militant politique convaincu, mais celui d'une personne en crise d'identité. Le premier type est un adolescent ou un jeune adulte qui traverse une rupture brutale de ses liens sociaux, un déménagement, le divorce de ses parents, une exclusion de l'établissement scolaire ou la perte d'un emploi. Voici Tyson Propor, selon la description de sa propre mère, qui précisément dans les derniers mois avant son arrestation, est devenu renfermé et s'est retiré de la vie sociale habituelle pour se réfugier dans la vie en ligne. Une trajectoire classique, rien d'unique. Le second type désigne une personne au passé de harcèlement ou de rejet social, qui ne cherche pas d'idéologie, mais seulement à appartenir à un groupe où elle n'est plus moquée, mais acceptée. D'anciens membres de cellules extrémistes ont répété à plusieurs reprises la même idée lors d'entretiens après avoir quitté le mouvement. C'était le premier endroit où ils ont été pris au sérieux. Le troisième type est pragmatique, doté de compétences réelles, formation militaire, expertise en armement et compétences en technique. Eh bien, George Linker avec son imprimante 3D qui est recruté pour son utilité, pas pour ses convictions. Pour une telle recrue, l'idéologie n'était qu'une justification, un cadre expliquant qu'il voulait déjà agir ainsi, et qu'on lui en donne l'occasion. Peu importe l'idéologie, gauche, droite ou centre, l'essentiel c'est que je peux déverser mon ressentiment sur quelqu'un. Le quatrième type, le plus inquiétant. Ce type, c'est une personne qui a déjà une prédisposition à la violence. Ou bien une instabilité mentale, pour qui l'idéologie n'est pas une raison, mais une permission. Elle ne crée pas la rage, elle la légalise, transformant la haine personnelle en lutte pour un but supérieur. Aucun de leurs profils n'est strictement lié à un camp politique. C'est pourquoi la liste des cibles dans l'affaire UFC semble idéologiquement incohérente, que ce soit pour un classique de gauche ou de droite. Il n'a pas besoin d'être cohérent. Il doit être comme du velcro, accrochant un maximum de types de mécontentement en même temps. Le moment le plus contre-intuitif de cette histoire. D'habitude, une idéologie recrute par la force de persuasion de ses idées, mais cet accélérationnisme, lui, fonctionne à l'envers. Sa force, c'est qu'il n'a aucun contenu. Le communisme avait un plan de société. Le fascisme avait un plan de société. Même le fondamentalisme religieux a une vision de la vie après la victoire. Mais eux, ils n'ont absolument aucun plan. C'est-à-dire, elle est faite pour des idiots complets, des idiots absolument vides et inutiles. Le système est tellement pourri qu'il ne faut pas le réformer, mais le faire exploser. Voilà toute l'idée. Et après, qu'est-ce qu'il y aura ? Ah, on verra plus tard. Ou rien du tout, car on sera tué de toute façon. Je me fiche qu'on me tue. L'essentiel, c'est de détruire et tuer. En pratique, c'est justement le principal avantage concurrentiel, comme outil de recrutement. Une personne en colère contre le monde n'a pas besoin d'être d'accord avec un programme détaillé. Il suffit d'être d'accord sur une chose. Tout va mal. Et moi je sais déjà qui est responsable. L'animé, on me l'a déjà soufflé. Et qui sont ces « ils » ? Chacun complète lui-même, selon sa propre rancœur. L'anticapitaliste de gauche y mettra les corporations et les milliardaires. Le nationaliste y mettra les migrants et mondialistes, l'antisémite les juifs. Tous, malgré des conceptions mutuellement exclusives des causes, sont prêts à marcher sous un même slogan de destruction. Parce que ce slogan, c'est un contenant vide pour n'importe quelle haine personnelle, et nous en arrivons à l'essentiel. Il ne s'agit pas d'idéologie. Il s'agit de la haine, et quelqu'un en joue très habilement. Atom Wafa Division s'est officiellement dissoute en 2020 après une série d'arrestations et de règlements de comptes internes. Quelques mois plus tard, ces mêmes personnes se sont réunies sous un nouveau nom. Et ce n'est pas un hasard. C'est une architecture intégrée, un modèle de résistance sans leader.
Elle a été conçue précisément pour que le mouvement survive aux arrestations et aux répressions. Ils n'ont pas de centre unique qu'on puisse détruire. Il n'y a qu'un texte. Siège. Et des dizaines de cellules indépendantes, chacune interprétant ce texte de manière autonome, sans ordre venu d'en haut. Et chacun peut l'interpréter de façon totalement différente. L'essentiel, c'est de haïr. Mason s'est délibérément distancié de la direction de tout groupe spécifique. Il restait une figure à laquelle on venait demander la bénédiction, mais qui, formellement, n'a jamais donné d'ordre, ni pour des meurtres, ni pour quoi que ce soit. Ce n'est pas de la lâcheté, mais une garantie juridique et opérationnelle. Intégrée dans le modèle lui-même, elle continue de se régénérer d'elle-même en se nourrissant de nouvelles personnes solitaires, qui trouvent le texte sur chaque nouveau forum. Et que quelqu'un, qui, de mon point de vue, ne travaille pas simplement comme ça, mais recrute pour un salaire. Malgré toute la technologie de cette machine de recrutement, l'algorithme de TikTok, les chats cryptés, les imprimantes 3D pour drones, ce n'est pas la technologie qui l'a arrêté. C'est la mère qui l'a arrêté, celle qui n'a vu aucun message dans le chat signal. Elle ne savait rien des cartes avec des points pour les snipers. Elle n'a vu qu'une seule chose. Son fils n'était plus lui-même. Il s'est refermé, a acheté une arme et s'est retiré de la vie réelle. Il s'est réfugié dans une communauté en ligne, dont elle ne savait rien. C'est la seule véritable protection contre la machine. Conçue de manière ingénieuse pour détecter la solitude et la transformer en arme. De vrais liens humains faits d'attention, qui n'ont pas peur de remarquer que quelque chose ne va pas, qui n'ont pas peur d'intervenir même quand c'est effrayant et inconfortable. Les experts en terrorisme préviennent, même un complot qui échoue est le symptôme d'une tendance et non une anomalie. Une idéologie qui se vend comme un chemin vers le sens ne vend en réalité que le vide. Présentée comme de la profondeur, une pseudo-philosophie à laquelle succombent les personnes au QI faible. La véritable alternative n'est pas de trouver une idéologie meilleure pour lutter contre les élites, mais de ne laisser personne à ses côtés. Dans ce vide même, que peut-on dire ? Il y aura toujours des gens seuls. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra les traquer et les utiliser à leur propre fin. La seule chose que nous pouvons faire lorsque nous voyons une personne malheureuse, une personne seule, c'est de lui tendre la main. Parlez-lui. Demandez-lui quelque chose pour qu'il sente qu'il y a quelqu'un près de lui, à qui il compte. Vous ne pourrez probablement pas faire plus, mais c'est déjà un excellent début. Voilà, terminons ici. Et à la prochaine fois.